Alors le FIR, le Forum pour l'investissement responsable, c'est une communauté d'investisseurs qui comprend les grands investisseurs institutionnels, les groupes paritaires de protection sociale, les caisses de retraite publiques, la caisse des dépôts, et en même temps une communauté ouverte vers la société civile, la CFDT, le comité intersyndical de l'épargne salariale, Transparency ou la FNH. Très bien. Vous menez une opération un peu originale aujourd'hui, tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors aujourd'hui, on installe place de la Bourse, devant le Palais Brognard, un ours famélique, pour interpeller l'épargnant sur les conséquences du changement climatique, mais au-delà, sur toutes les questions liées à l'investissement socialement responsable, l'impact sur l'emploi, l'égalité femmes-hommes des choix financiers, en interpellant l'épargnant et en lui conseillant d'exiger l'ISR auprès des acteurs financiers, puisque les produits existent et qu'il suffit de les demander. La CFDT milite de longue date pour l'investissement socialement responsable. Ça veut dire un investissement qui est utile à l'humain, qui est utile à la planète, qui est utile au social. Et donc, c'est le rapprochement entre les deux. On pourrait faire encore davantage pour que la finance soit au service du climat, pour que la finance soit au service du développement humain. C'est tout l'investissement de la CFDT dans l'ISR qui est très bien imagé ici à la place de la Bourse. Normalement, là, ta présentation devrait se lancer. Corinne. Voilà. Donc, bonjour et merci de participer à ce webinaire sur la finance durable, l'heure ou réalité. La finance responsable n'est pas, ou durable, n'est pas un phénomène nouveau. La finance éthique, solidaire, durable se développe depuis plusieurs décennies, en fait, et les syndicats, notamment la CFDT, a été un des acteurs importants dans ce domaine. Mais la question a pris une ampleur plus importante en réaction à la finance traditionnelle qui était devenue folle dans les années notamment 2007-2009 et où la complexité était trop importante et où il y avait des prises de risques excessifs. Et donc, on est revenu sur sur le fait de prendre en compte l'intérêt de la collectivité et de faire de demander une plus grande transparence vis-à-vis des régulateurs et vis-à-vis des clients. Maintenant, la question est plutôt, tout le monde s'y est mis à la finance durable, y compris des acteurs comme BlackRock, par exemple, et on peut se demander s'il n'y a pas plutôt une question de greenwashing et où s'arrête en fait où est vraiment la finance durable et où est-ce que c'est une finance qui se veut durable mais qui en réalité ne l'est pas. Il y a toute une question en fait mesures et autour du comment définir en fait la finance durable. Voilà, je vais donc Corinne a donné déjà le plan, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais commencer par la définition et les mesures. Voilà. Donc tout d'abord, la finance responsable cherche à concilier l'efficacité de l'économie, la protection des clients et l'intérêt général et vise à réduire l'instabilité du système financier. Elle recouvre plusieurs notions, donc la finance verte, qui définit des actions et des opérations financières qui favorisent la transition écologique et énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Et elle finance des projets qui ne portent pas atteinte à l'environnement. Ensuite, on parle de l'investissement socialement responsable ou l'ISR, qui résulte plutôt d'une grille de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, d'où les acronymes. Et les investisseurs choisissent donc de respecter des critères qui sélectionnent les entreprises et les secteurs qui favorisent une économie sociale conforme à des principes éthiques et également environnementaux. Donc, et finalement, on a l'économie sociale et solidaire, qui est un petit peu autre chose, qui repose vraiment sur des principes fondamentaux du partage de bénéfices, de la gouvernance démocratique et d'une lucrativité
plutôt limité, mais on propose toujours aussi un fonds de ESS dans l'épargne salariale. Au niveau des instruments qui sont utilisés, en fait, ce sont des instruments de la finance normale, donc des actions qui sont des participations au capital des sociétés, des obligations qui sont des instruments de dette, des fonds monétaires et des fonds diversifiés, donc qui réunissent les trois. Mais il y a également en très petit pourcentage, vous voyez qu'il n'y a que 2% d'investissement en immobilier, dans les infrastructures. Parfois, ce sont plutôt des fonds justement de l'économie solidaire qui sont dans ce domaine-là. Au total, à la fin de 2018, il y avait 151 milliards d'euros investis dans des fonds d'investissement qui s'appellent ISR, et ce sont des données de l'Association française de gestion. Un autre instrument qui est important, donc qui est utilisé depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus, ce sont des obligations vertes. Et des obligations vertes sont des obligations, donc une dette qui finance des projets de transition écologique, très spécifiquement, et qui doivent respecter des critères qui sont donnés par la Green Bond Initiative ou la Climate Bond Initiative. Donc, c'est contrôlé. Ceci étant, vous voyez ici que, à juin 2019, la France était le premier émetteur, suivi par les États-Unis et les Pays-Bas, mais la Chine était aussi assez élevée. Si on prend maintenant une durée un peu différente, pour les émissions, par exemple, si on prenait toute l'année 2019, je n'ai pas les chiffres, mais il est possible que, par exemple, la Chine serait le premier émetteur. Et là, on peut déjà se poser des questions. Quels sont les critères réels qui disent qu'une obligation est verte ou pas? Et toute la problématique, en fait, c'est la définition. Est-ce que ça finance réellement un projet qui est vert, ou est-ce que c'est, comme j'ai montré au tout début, une sorte de centrale de charbon, mais qui a réuni un certain nombre de critères par déclaration autonome, enfin de façon déclarative, et qui du coup n'est pas vraiment verte. Les émetteurs de ces instruments, donc de ces obligations, sont la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, des États ou des collectivités locales, et ça peut financer, par exemple, des systèmes de chauffage urbain. Je reviens aux problématiques des mesures. Parce qu'en fait, donc il y a plusieurs façons de définir en fait qu'est-ce qui est un actif durable, soit par la notation extra-financière, par les objectifs de développement durable, par les indices ou par les labels. Alors, la notation extra-financière, elle est assez complexe. Ce sont souvent des agences de notation comme Vigeo qui appliquent qui font ce genre de notation, mais également maintenant dans les entreprises ou plutôt les sociétés de gestion ont des équipes internes qui font cette notation extra-financière qui est assez complexe parce qu'elle s'appuie sur beaucoup de documents. Ça peuvent être des journaux, des entretiens, justement tous les reporting extra-financiers qui est demandé maintenant pour des sociétés qui ont une taille au-dessus de 5 000 personnes. Donc, mais en même temps, cette notation extra-financière a des limites parce qu'il y a un manque d'homogénéité, c'est-à-dire chaque société de gestion peut appliquer ses propres critères. Et la prise en compte de la dimension climatique est inégale. Et également, comme je le disais tout à l'heure, les obligations vertes, par exemple, sont évaluées de façon pas toujours homogène. Par ailleurs, vous avez peut-être suivi le fait que l'agence, une des agences les plus importantes, c'est Vigeo. Elle a été achetée par Moody's, et Moody's est une agence qui est pas tout à fait extra-financière, c'est plutôt une agence financière comme Standard & Poor's, Moody's, Fitch. Et si ces agences-là rachètent maintenant les agences extra-financières, ça veut dire qu'il y a quand même, justement, ça montre l'ampleur du phénomène, l'ampleur de l'attention qu'emporte cette notion extra-financière, mais elle risque d'être à nouveau financiarisée.
Les objectifs de développement durable, ce sont des objectifs qui sont définis, enfin qui ont été créés par les Nations Unies en septembre 2015 et dans le cadre de l'agenda climatique 2030. Et ils sont aussi appelés objectifs mondiaux ils agissent contre la pauvreté, zéro faim, que les humains vivent dans la paix et dans la prospérité. Et ces objectifs sont intégrés, c'est-à-dire quand on agit sur un objectif, on agit également sur d'autres. Par exemple, l'éducation, l'objectif numéro 4 agit aussi sur l'égalité entre les sexes. Il agit aussi sur l'industrie et l'innovation, forcément, ou sur une réduction des inégalités. Et comme ça, les sociétés qui choisissent participer, utiliser les ODD pour définir leur stratégie d'investissement ou plutôt leur stratégie de développement durable, ils doivent choisir d'abord un certain nombre d'objectifs à utiliser. Donc, une deuxième possibilité de faire ces choix d'investissement, c'est de suivre des indices. Alors, en fait, ce sont des fonds d'investissement qui sont en général des fonds qui font une gestion qu'on appelle passive, donc qui ne choisissent pas forcément eux-mêmes les actions dans lesquelles, ou obligations, enfin les instruments financiers dans lesquels ils investissent, mais ils suivent un indice qui est un package en fait d'actions. Et ces indices ont proliféré ces derniers temps. Donc, vous voyez là, j'ai marqué le Dow Jones, le Morgan Stanley Corporate Index, Bloomberg Corporate Knights. À part le dernier Corporate Knights, les trois autres, ce sont plutôt des indices en général financiers, mais qui ont eux-mêmes aussi développé des indices extra-financiers. Alors, les indices posent quand même des problèmes parce que il y a à la fois, en fait, tout le monde suit un petit peu du coup les mêmes choses, qui fait qu'il y a une homogénéisation qui peut du coup réduire la portée des investissements. Et souvent, en fait, ces indices ne font que faire des exclusions normatives ou sectorielles. C'est-à-dire, ils investissent par exemple pas dans l'armement, etc. Mais ils sont pas forcément très actifs dans leur choix. Ils sont pas forcément très actifs dans leur choix et donc la pertinence de ce qu'ils choisissent n'est pas toujours donnée. Il y a toute une étude de l'AMF sur les indices justement parce que ça pose question de se baser trop sur ce genre de mesures. Une autre possibilité, enfin la dernière mesure, la dernière possibilité, ce sont les labels. Si le slide veut bien se développer. J'appuie encore une fois. Ah, voilà, les labels. Alors, je vais peut-être, en fait, c'est ici où les syndicats, on voit très bien le rôle des syndicats, notamment, enfin, le rôle qui est déjà assez ancien parce que le premier label a été créé plutôt par Finasol, donc qui distingue les placements d'épargne solidaire, mais le deuxième, donc créé en 2002 à l'initiative de la CFDT, est bien le comité intersyndical de l'épargne salariale. Et c'est avec l'épargne salariale, en fait, qu'en France, en tout cas, a commencé le développement de l'ISR, de l'investissement socialement responsable. Donc, l'objectif du comité intersyndical de l'épargne salariale était justement d'imposer aux sociétés de gestion qu'elles proposent aux entreprises une offre ISR bien construite. Et pour ce faire, il y a un cahier des charges qui a été créé avec un contrôle des comités de suivi, je vais y revenir, où les 4 organisations syndicales, donc CFDT, CGT, CFTC et CFE-CGC sont représentées, et où on discute de la sélection extra-financière des sociétés de gestion. Et donc, chaque année, on formule des exigences sur l'examen de telle ou telle société, et on peut demander aux sociétés de gestion d'intervenir dans les assemblées
assemblée générale des sociétés qui sont concernées pour agir, par exemple, sur la rémunération des dirigeants. Les labels ISR et Greenfin sont des labels publics, donc de l'État. Un des labels a été, enfin, ils ont tous les deux été lancés en 2015. Greenfin a changé de nom en 2019. Enfin, il s'appelle Greenfin depuis 2019. Il concerne plus la transition écologique et solidaire, alors que l'ISR, c'est comme son nom l'indique, plutôt le référentiel commun de toutes les sociétés de gestion et qui définit les obligations d'un fonds ISR. Maintenant, avec la prolifération donc de cette épargne solidaire, de cette épargne responsable ou de l'ISR, c'est vrai que le label CIES, qui était quand même un des premiers, risque un peu d'être mis en retrait par rapport aux autres qui sont publics. Et par exemple, personnellement, je suis aussi dans un comité de suivi du label CIES. Chez Groupama, et Groupama a récemment lancé 2 nouveaux fonds et qu'ils ont labellisé d'abord ISR et pas directement CIES. Donc c'est vrai que là, et ces labels existent aussi au niveau international. Donc au Luxembourg, en Allemagne, il y a d'autres labels qui appliquent tous des critères un peu différents, et c'est pour ça aussi il y a une problématique de comparabilité par rapport à l'utilisation des labels. Globalement, il y a vraiment une problématique de la mesure du qu'est-ce qui est socialement responsable, parce que beaucoup de mesures existent, on l'a vu, donc à la fois donc cette notation extra-financière, les labels, les indices pour des fonds qui ne sont pas actifs, qui suivent une gestion passive, ce qui fait que vraiment on peut se demander qu'est-ce qu'il y a derrière, et ça c'est assez compliqué à savoir. Donc finalement, je voulais quand même évoquer les principes de l'investissement responsable, les PRI, qui ont été lancés en 2006 par les Nations Unies et qui représentent aux entreprises du secteur financier un engagement qui les incite à intégrer des problématiques ESG, donc environnementales, sociales et de gouvernance, dans la gestion de leur portefeuille. Et ces entreprises adhérentes doivent produire un reporting annuel pour montrer qu'ils respectent bien ces principes. Il y a maintenant Corinne, c'est à toi, parce que je voulais savoir s'il y a déjà des questions par rapport à la première partie. Pierre te pose la question suivante. La directive européenne sur la dotation extra-financière fait l'objet actuellement d'une révision, dans le cadre de laquelle l'AMF a été consultée. Quelles sont les orientations retenues pour cette révision ? Alors là, très franchement, j'ai pas suivi en détail les orientations sur la notation extra-financière. Pour l'instant, il s'agit en fait, il faut ce qu'on veut, c'est de la rendre plus homogène en fait, parce qu'il y a en même temps la directive taxonomie qui a été adoptée récemment et qui va être encore plus détaillée. Donc, en fait, le tout au niveau européen, il s'agit d'harmoniser en fait les différentes mesures, et c'est pour ça, c'est une bonne question, parce que justement, comme il y a ces différentes mesures possibles, on veut homogénéiser la notation extra-financière. Donc, ça va être probablement rendu plus homogène. Et pour l'instant, les entreprises doivent surtout suivre les guidelines, mais là, ça va également, ça va être renforcé. Ok, plus de questions pour cette partie. Merci. Donc, je parlerai des stratégies d'investissement. Qui sont assez variées, parce qu'en fait, on a donc des stratégies de sélection, d'exclusion, l'intégration des critères ESG basés sur les normes, l'investissement thématique et l'investissement à impact, et également l'engagement actionnarial. Donc, les stratégies de sélection, ça consiste à retenir que les meilleurs émetteurs ou les meilleures émettrices au sein de leur secteur d'activité, c'est le best in class, ou retenir ceux qui sont indépendants
indépendamment de leur secteur d'activité, ceux qui sont les meilleurs, c'est-à-dire Best in Universe. Par exemple, là, on pourrait choisir, si on prend Best in Universe, on pourrait choisir une entreprise qui fait du recyclage, ou Best in Class, on pourrait choisir même une entreprise dans l'énergie, mais celle qui a investi le plus, par exemple, dans les énergies durables. Les stratégies d'exclusion, c'est quand on n'investit pas dans, par exemple, le tabac ou dans l'armement, ce sont probablement les exclusions, ou même, on pourrait dire, pas dans le nucléaire. C'est assez controversé. On ne le recommande pas à la CFDT parce qu'on a finalement des employés dans tous les secteurs. Et donc, on ne souhaite pas punir un secteur par rapport à un autre, et en ne prenant pas des investissements dans ces secteurs. L'intégration des critères ESG, ça consiste à prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, c'est finalement l'analyse extra-financière dont j'ai déjà parlé, et de les mettre dans les modèles de valorisation des entreprises, donc avec des objectifs de cours, de profil de risque, etc. La sélection basée sur les normes, c'est une sélection qui se base sur l'application par les entreprises des normes, soit de l'OIT, soit de l'OCDE, ou soit du UN Global Compact, où le Global Compact est probablement celle qui est le plus utilisée. Cette stratégie peut être utilisée en même temps qu'une autre, par exemple celle de l'exclusion ou celle de l'engagement actionnarial. Finalement, l'investissement thématique, ça consiste à investir dans, de dire, on voudrait par exemple investir dans le futur, hein, je pense à un fonds de Groupama qui s'appelle Future for Generations et ça vise des thématiques environnementales, de consommation et de santé pour préserver des conditions de vie. Ça peut être quelque chose qui investit dans le changement climatique, pour contrer le changement climatique. Donc, on prend un sujet finalement pour orienter la stratégie d'investissement. L'investissement à impact, c'était assimilé jusqu'à peu en France au concept de finance solidaire. Donc, on voudrait vraiment voir un impact social ou environnemental et pouvoir le mesurer. Ça veut dire en fait que il y a une notion d'additionnalité dans cette stratégie. Sans cet investissement, l'impact social ou environnemental n'aurait pas pu se faire. Par exemple, si on investit dans l'isolation d'un HLM, on sait très bien que si on n'avait pas fait, les normes d'isolation n'auraient pas été aussi bons. Et finalement, une forme particulière d'action qui est beaucoup utilisée en Grande-Bretagne, mais aussi à travers l'épargne salariale, c'est l'engagement actionnarial qui utilise les droits des actionnaires pour faire en sorte que les entreprises s'engagent en matière sociale, environnementale ou de gouvernance via le dialogue direct et l'exercice des droits de vote en assemblée générale ou par le dépôt des résolutions, par exemple pour une rémunération plus juste ou également pour l'environnement, pour l'engagement environnemental plus important. Donc, par rapport au fonds thématique, je voulais juste vous montrer les sujets qui sont prioritaires pour les Français. Donc, pour ceux qui possèdent un produit d'épargne, donc un des premiers sujets, c'est quand même la pollution. Le deuxième, c'est l'emploi. Ensuite, les droits humains. On a le changement climatique, le développement économique et local, la biodiversité. Et tout à la fin seulement, la rémunération des dirigeants qui nous tient quand même un peu à cœur hein, quand on parle de RSE au niveau de la CFDT. Voilà. Et pour illustrer les façons d'investir, enfin ces stratégies d'investissement, je voulais vous montrer en fait les différences entre l'investissement ISR en Europe et en France. Donc en haut à gauche il y a l'Europe, en bas à droite la France, et on voit que en Europe on mise beaucoup sur les exclusions globalement. Même si la stratégie qui exclut des secteurs a baissé un petit peu en 2017.
Et en France, c'est surtout le choix par les normes, donc notamment le UN Global Compact qui est utilisé. Donc ça, c'est la première stratégie d'investissement en France. Et comme ça, les pays ont quand même leurs particularités. Par exemple, je disais déjà tout à l'heure, en Grande-Bretagne, l'engagement actionnarial est beaucoup plus important que dans d'autres pays, mais peut-être parce qu'il y a une culture financière ou une culture des marchés financiers qui est assez forte en Grande-Bretagne. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? En fait, tu as une question d'Ignacio qui te demande comment doit être gérée la profitabilité pour les investisseurs et l'investissement social et vert. Où est le curseur si cela existe? Et peut-on mettre des quotas et doit-on les imposer? Alors, en fait, la profitabilité, effectivement, c'était une grande question parce que souvent, on pensait, parfois, on pourrait être amené à penser que l'investissement socialement responsable et écologique n'est pas aussi rentable. Mais en fait, les dernières études ont montré quand même que ce n'est pas le cas. Et en fait, quand on investit dans des secteurs socialement ou écologiquement responsables, pardon, c'est aussi plus économique. Et on peut voir ça, par exemple, et j'en parlerai tout à l'heure, si on détruit la planète, si on détruit les ressources, ça a des impacts directement aussi sur les entreprises. Par exemple, on peut produire moins au niveau agriculture ou, par exemple, les scandales de Volkswagen au niveau des émissions de CO2 a fait que le cours du Volkswagen a baissé énormément et ils ont payé une amende de, je crois, 1,6 milliard d'euros. Donc, il faut voir que le fait d'être écologique, d'avoir une bonne gouvernance et d'avoir aussi un environnement social qui est bon, donc d'utiliser les critères ESG, est aussi un facteur économique. Un autre exemple, c'est par exemple le changement climatique peut amener des tempêtes ou des tornades. Les tornades, ça ont des coûts énormes au secteur des assurances. Et c'est pour ça que je reviendrai tout à l'heure au niveau des régulateurs et notamment des banques centrales. Le risque environnemental est vraiment un risque économique. Et donc, c'est pour ça que ça rentre finalement dans le giron. Donc, finalement, le curseur, il est quand même il faut vraiment privilégier cet investissement socialement responsable, écologique et avec une bonne gouvernance. Par rapport aux quotas, je ne vois pas trop comment on peut. Le problème en fait avec l'ISR, c'est que il n'y a pas assez d'actifs dans ce domaine-là, et donc c'est là où il faut amener les entreprises à utiliser aussi plus de critères ESG pour qu'elles deviennent justement éligibles aux critères ISR, pour qu'elles rentrent dans les labels, pour qu'elles rentrent dans les indices. Et c'est peut-être ça qui répond à la question des quotas, mais sinon je vois pas trop. Je n'ai pas connaissance de quotas qui seraient imposés par rapport au fait de faire un ISR. Sauf peut-être en épargne salariale où effectivement on préfère des fonds qui sont labellisés par le comité intersyndical de l'épargne salariale. Je continue avec les une petite dernière question, Ute. Marie-Thérèse te pose la question, quelle est la source des données sur les sujets prioritaires pour les Français? Alors, que je regarde, c'est un sondage IFOP pour Vigeo et GIS. C'est marqué sur les slides en fait. Et sinon, il y a aussi donc ce slide, il vient vraiment dire, enfin c'est vraiment un sondage IFOP, et sinon, il y a un guide pédagogique pour la finance durable qui a été fait par Groupama, qu'on peut trouver sur leur site. Et ce slide est reproduit dans ce guide. Donc, elle peut le retrouver aussi sur ce guide-là. Et sinon, il y a les cahiers du FIR, je reviendrai là-dessus,
qui donnent beaucoup d'informations aussi sur la finance durable. Voilà. Et une toute dernière question, et après je te laisse la main. Quels moyens de contrôle avons-nous sur la mise en œuvre des normes? Sur la mise en œuvre de l'ISF, des normes. Justement, en fait, justement, c'est un peu je reviendrai avec les acteurs publics, en fait. Il y a de plus en plus de directives, il y a des mesures d'harmonisation qui sont mises en place, mais j'y viens là maintenant, après, dans les prochaines parties, parce que justement, les normes extra-financières, les normes benchmark, etc., tout ça, ce sont des moyens contrôle, disons, au moins d'harmonisation, et on espère après arriver à des contrôles, mais les régulateurs s'y mettent. Je vais y revenir, c'est une bonne question. J'ai un petit peu avancé là les diapositives. Je voulais parler d'abord des acteurs privés, c'est-à-dire des investisseurs qui investissent dans l'ISR en Europe. Et en fait, on voit que c'est essentiellement toujours en données 2017, parce que j'avais le rapport annuel de l'Eurosif, donc c'est un des fournisseurs de données, en fait. C'est le FIR européen, en fait. Donc, presque 70% des investisseurs sont des investisseurs institutionnels. Donc, c'est les compagnies d'assurance essentiellement ou les fonds d'investissement. Mais on voit bien que depuis 2013, la part des investisseurs privés a augmenté beaucoup. Ça veut dire que c'est des particuliers. Et on le voit aussi sur la prochaine diapositive en France. Donc, on retrouve l'encours global qui est de 151 milliards dans les fonds d'investissement en France. Et on voit bien que là, il y a quand même la banque de détail et la banque privée. Donc, la banque de détail, c'est la banque pour tout le monde. La banque privée, c'est la banque plutôt pour les personnes aisées. Ça représente quand même au total 30% des investissements. Et en France, il y a la particularité de l'épargne salariale et aussi des fonds qui sont investis par l'économie, par les caisses paritaires de prévoyance et des organismes de retraite qui ont quand même plus ou moins, ça dépend des caisses de retraite. Il y en a certaines qui sont meilleures que d'autres, mais en tout cas, ils ont tous une politique ISR qui et donc du coup, tout ce qui est géré par les syndicats est quand même investi massivement dans l'investissement socialement responsable. Donc ça au niveau des privés. Et pour revenir un petit peu à l'épargne salariale de façon un peu plus approfondie, on voit quand même que l'épargne salariale est vraiment un des moyens d'agir sur l'investissement socialement responsable. Et donc, c'est une particularité de la France, et on voit bien que là, le salarié peut choisir une gamme de fonds ISR. L'entreprise peut abonder. Il y a un conseil de surveillance et un gérant d'actifs qui est donc aussi contrôlé par à la fois des conseils de surveillance du fonds, mais aussi par les comités intersyndicaux d'épargne salariale, donc par ce label en fait, qui ont des réunions 2 fois par an et qui contrôlent du coup cet investissement responsable. Il faut dire les gammes labellisées CES représentent 17 milliards en 2018 et c'est 91%, donc la une très très grande partie de l'épargne salariale ISR et 13,5% de l'épargne salariale globale. C'est souscrit par plus de 2,4 millions de salariés et plus de 116 000 entreprises. Donc là, on est quand même assez fort au niveau français et on a des possibilités d'action, y compris donc dans les assemblées générales pour les droits de vote. Et je viens maintenant sur les organisations internationales, les régulateurs, les banques centrales. Donc, c'est un peu la question sur les moyens de contrôle. Alors, au niveau des organisations internationales, parlons tout d'abord du Conseil de stabilité financière qui existe depuis 2009. Donc, suite à la crise, ça inclut les économies du G20 et la Commission européenne, et il siège dans la Banque des règlements internationaux, qui est la banque aussi la banque centrale des banques centrales en quelque sorte,
qui est situé en Suisse et qui existe depuis 1946. Donc ce Conseil de stabilité financière qui est ici représenté par, qui est présidé par Mark Carney, c'est la personne au milieu là qui est aussi le gouverneur de la Banque d'Angleterre, a créé donc à son initiative une task force, une force de frappe en fait, pour une transparence par rapport au climat. Donc, première action, en fait, homogénéiser le reporting au niveau de l'action climatique, de l'émission CO2, etc. En fait, leur action, c'est de donner des lignes directrices par rapport tout ce qu'on peut, par rapport au reporting en réalité. Donc, c'est à la fois, ça vise la transcription et la transparence et la description. Et c'est du genre, si on ne respecte pas certaines règles, il faut expliquer pourquoi. C'est du comply ou explain en anglais. Donc ça, c'est vraiment au plus haut niveau. Il faut voir que Bloomberg, à côté, donc Bloomberg, il y a Thomas Buberl, que certains connaissent peut-être, c'est le PDG d'AXA. Ce ne sont pas que des enfants de cœur. Bloomberg a aussi est le propriétaire du plus grand empire communication financière. Il a été récemment condamné par la commission des sanctions pour des informations qui n'étaient pas tout à fait correctes ou beaucoup trop rapides en tout cas, qui ont fait chuter l'action le cours la valeur d'une grande société, parce que tout simplement, ils n'avaient pas contrôlé l'information qui a été donnée. Mais en même temps, ils se donnent donc dans la philanthropie. On voit là à côté un petit peu Bloomberg Philanthropy. Et il a aussi été candidat au présidentiel. Donc, ce sont quand même des personnes d'autres influences. Au niveau des banques centrales, pareil, au plus haut niveau, ça ne veut pas avancer encore une fois. Ah, voilà. Au plus haut niveau, donc, il y a un réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du secteur financier. Là, je l'ai dit au début, en fait, comme les risques climatiques sont des vrais risques financiers, pour les assurances ou pour les banques, ça concerne aussi les banques centrales. Donc, les risques environnementaux du secteur financier sont liés aux risques des crédits, aux risques de marché, aux risques juridiques. Et donc, parce que les dégradations environnementales, la pollution de l'air, etc., peuvent créer un manque de ressources ou des variations dans des valorisations des sociétés ou moins de profit dans certains domaines, hein, donc ou bien carrément des pertes, comme on a vu chez Volkswagen ou dans le secteur des assurances, ou baisse des valeurs liées au secteur à forte intensité de carbone. Et donc, du coup, ça concerne la stabilité financière. Et c'est pour ça que les banques centrales sont concernées par les risques climatiques. Et ils demandent un changement radical dans l'allocation des ressources pour aller justement sur des ressources plus vertes, plus environnementales, compatibles avec l'environnement. Au niveau de la Commission européenne, la première question qui concernait ça, la finance durable est une des priorités du marché, de l'Union des marchés des capitaux. Et donc là aussi, la Commission fait tout pour réorienter les capitaux vers des investissements durables. Ils ont créé en 2016, ils ont mis en place un groupe d'experts sur la finance durable. Maintenant, il y a à nouveau une autre commission d'experts qui travaille maintenant sur la spécification de la taxonomie.
Il y a donc le règlement, enfin plusieurs règlements sont concernés, le règlement sur les indices qui s'appelle le règlement benchmark, le règlement disclosures, c'est sur sur les reporting extra-financiers et donc la taxonomie qui donne un registre en fait de toutes les activités qui sont écologiquement bon, disons. Au niveau de la Banque de France était un des initiateurs du réseau pour le verdissement de la finance avec la Banque des Pays-Bas. La Banque de France a introduit des stress tests climatiques, c'est-à-dire ce sont des simulations qui veulent mesurer la résilience des banques et des assureurs quant au risque climatique et accélérer le travail sur les méthodologies. Donc, ce sont justement les méthodologies de reporting finalement qui permettent d'avoir un moyen de contrôle qu'on n'a pas assez en ce moment. Mais par exemple, à la commission des sanctions, on s'est dit que éventuellement, dans quelques années, si ces méthodologies sont développées de façon suffisamment homogène et suffisamment claire, on pourrait avoir, par exemple, des manquements qui sont basés sur le non-respect de certains critères ESG. Voilà, donc on voit que les expositions des banques et des assureurs français sont quand même pas négligeables au niveau des banques. En 2018, il s'agit de 613 milliards d'euros et au niveau des assurances, 249 milliards. Et c'est en pourcentage 9,5% pour les assurances et 12,2% pour les banques. Donc, c'est important et c'est pour ça que ça concerne aussi donc, les régulateurs et les banques centrales. Pour l'autorité des marchés financiers, c'est bien la surveillance de tous ces actifs financiers dont je viens de parler. Ils ont un cahier des charges qui est très, très important par rapport à l'action climatique, par rapport à la qualité et la comparabilité de l'information extra-financière. La conférence pour les chargés de conformité cette année qui a eu lieu en mars était en très grande partie vouée à toute la régulation sur les critères ESG, sur la finance verte, sur la taxonomie, etc. Donc, c'est vraiment un des objectifs majeurs de l'AMF. Mais évidemment aussi au niveau européen, donc là ce serait l'ESMA, ou au niveau international, c'est OICV, Organisation internationale des marchés financiers. Donc l'AMF poursuit une feuille de route ambitieuse. Elle a créé en 2018, je pense, 2018 ou 2018, je crois, une commission pour le climat et la finance durable qui est présidée par Thierry Philippona, qui lui était président de Finance Watch à un moment et qui travaille à nouveau à Finance Watch. Et un des membres de cette commission est Nicole Notta. Donc, il y a vraiment tout un travail d'harmonisation à la fois, donc l'AMF qui s'y colle, mais c'est plutôt au niveau européen quand même que ça se fait parce que on n'investit pas seulement dans les entreprises en France, mais aussi dans les entreprises européennes. A priori, c'est un marché minimum européen, voire mondial, donc il faut que cette comparabilité soit assurée. Et là, j'ai juste indiqué le cadre réglementaire en France qui a été encore étoffé par la loi Pacte et donc qui est là pour accompagner les changements et prévenir aussi les risques de greenwashing, parce que justement, qu'est-ce qu'on veut contrôler? C'est le fait, est-ce que c'est vraiment une finance durable ou pas, ou est-ce que c'est tout simplement du greenwashing? Donc, voilà, je vous donne un petit peu quelques détails pour aller plus loin.
Donc, les rapports d'où j'ai tiré les chiffres, hein, ce sont donc les rapports du Forum pour l'investissement responsable, à la fois européen et français. Et ensuite, je voudrais attirer votre attention sur un très bon rapport, un avis du CESE français, donc sur la finance durable, qui est disponible sur leur site internet, et aussi une étude assez intéressante sur comment en fait motiver les salariés dans le domaine de la croissance verte. Donc, c'est l'Observatoire des métiers de la banque qui a fait une étude en 2018 également, fin 2018. Voilà, ben, je vous remercie pour votre attention et à nouveau, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais te relayer quelques questions. Jérôme te posait la question suivante. Des fonds communs de placement sélectionnés selon la méthode ESG et labellisés ISR ou Finansol incluent des sociétés très émettrices de GES comme Total. Pourquoi les critères de sélection ne sont-ils pas plus cohérents en disant un exemple de fonds contradictoire avec le critère climat, pourtant annoncé par la société de gestion, et il relaie donc le lien de Finansol. Voilà pour les questions de Jérôme. Oui, en fait, c'est, comment dire, en fait, on regarde pas seulement le fait que cette entreprise soit énergétique ou pas, parce que de toute façon, on a besoin de Total, que ce soit, ou on a besoin d'entreprises qui sont dans le domaine pétrolier. Donc, si on dit, je n'utilise pas une stratégie d'exclusion dans les fonds, à ce moment-là, y compris dans les labels, on regarde est-ce que l'entreprise a une stratégie pour améliorer son impact écologique ou son impact social ou son impact, sa gouvernance. On regarde la transition aussi. Et si cette entreprise a une politique de transition comme Engie l'a fait, par exemple, de façon très forte, à ce moment-là, on peut l'inclure dans les labels. Mais c'est aussi la problématique parce que quelque part, soit on dit, ok, je ne fais plus rien qui serait contre l'environnement, mais à ce moment-là, il faudrait aussi qu'on réduise notre propre consommation, qu'on réduise notre consommation de chauffage, qu'on change complètement notre mode de vie, ce qui est évidemment aussi souhaitable. Mais en fait, ce qu'on regarde, c'est vraiment la transition, la politique de transition qui est appliquée par les entreprises. Et comme ça, on peut arriver à des résultats qui semblent contradictoires. Mais en même temps, c'est sûr que je pense que la contradiction va toujours rester parce que, pour l'instant, on n'y est pas encore à une vraie politique environnementale correcte et puis y compris sociale et de gouvernance correcte. Donc, je pense qu'il y a cette contradiction va probablement rester telle quelle. Et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'acteurs comme les syndicats ou les ONG qui montrent quand même ces phénomènes du doigt. Et ce qui n'est pas le cas des sociétés financières ou des sociétés de gestion qui, eux, vont montrer qu'ils sont évidemment complètement verts, etc., etc. Alors, tu as une question. Pourrait-on envisager des actions communes au niveau des commissions financières, des caisses de retraite, administrateurs salariés qu'il y a dans les entreprises dans lesquelles nous investissons? J'ai pas compris le début. Alors, en fait, Michael te pose la question suivante. Est-ce qu'on peut envisager des actions communes au niveau des commissions financières, des caisses de retraite où nous sommes administrateurs? Oui, bien sûr. Ça, c'est justement c'est l'engagement actionnarial. C'est-à-dire que justement, le comité intersyndical d'épargne salariale, il émet des souhaits pour les assemblées générales des entreprises et donc elle demande aux sociétés de gestion d'intervenir dans les AG pour le compte par exemple, ça peut être une caisse de retraite qui demande ça, ou ça peut être aussi l'épargne salariale, la société de gestion de l'épargne salariale qui va du coup intervenir dans l'Assemblée générale, soit en déposant des résolutions, soit en votant par la politique de vote.
Donc, c'est tout à fait, c'est un des moyens d'action, justement, qui est intéressant pour nous et qu'on peut utiliser au niveau syndical. Et Christophe te demande aussi comment la finance durable est-elle intégrée dans les modèles de prise de décision? Est-ce que tu as des exemples d'entreprises? Prise de décision. Alors, d'exemples d'entreprises. Alors, prise de décision au niveau… oui, par exemple, il y a j'ai oublié le nom maintenant de l'entreprise, mais c'est l'entreprise énergétique danoise qui, elle, a totalement orienté sa stratégie dans les énergies renouvelables. Elle est beaucoup sur les éoliennes. Donc ça, c'est une prise de décision dans une entreprise, ou une autre prise de décision, c'est y compris dans des… Enfin, quasiment toutes les grandes entreprises sont quand même très, très, très impactées par… la ruée vers l'investissement socialement responsable. Et du coup, elles ont toutes plus ou moins des politiques d'adaptation des critères ESG. Je vois ça dans les banques où ils font tout un tas d'actions à la fois pour réduire l'impact environnemental. Ça peut être la consommation de papier, par exemple, enfin ça paraît, ou même les voyages. Ou l'impact social. Donc, il y a beaucoup de… les entreprises font beaucoup attention maintenant à ce genre de choses. On voit ça, Volkswagen, par exemple, aussi, qui a dû réorienter sa politique donc, au niveau des émissions CO2 à cause des scandales. Donc, c'est totalement intégré dans les prises de décision. C'est aussi intégré au niveau des notations des managements maintenant, l'intégration des critères ESG. Ou ça peut l'être, en tout cas, ça l'est dans certaines entreprises. On a une question aussi. Comment se coordonnent les comités de labellisation et notre présence dans les comités de suivi des fonds dans nos entreprises? Comment se coordonnent le comité de labellisation? Le comité intersyndical d'épargne salariale, c'est ça? Oui. Ce sont des réunions et c'est pas toujours facile de se coordonner en fait parce que les stratégies ne sont pas toujours les mêmes. Moi, j'ai vu ça dans le dernier comité de suivi qu'on avait avec dans celui où je siège, qui est Groupama. Justement, nous n'avions pas les mêmes positions que les autres syndicats sur certains sujets. Notamment là, il me semble, c'était des stratégies de distribution de dividendes par rapport à la crise du coronavirus. Et il y avait d'autres, nous, on était plutôt pour le fait de pas trop distribuer de dividendes, et les autres, notamment la CFTC et la CGC, trouvaient qu'il fallait justement distribuer parce que sinon les pauvres salariés n'auraient pas suffisamment de revenus par rapport à leurs dividendes. Ce qui est évidemment un petit peu bizarre parce que c'est pas les dividendes que les salariés ont dans leur plan d'épargne salarié qui vont faire qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir d'achat. Pour l'instant, c'est au niveau des questions. Parfait. Écoutez, à ce moment-là, en fait, je vous ai mis la dernière page là, qui est une demande en fait de la Confédération qui vous demande de vous manifester si vous êtes intéressé par cette thématique. Et à ce moment-là, contactez Philippe Vigneron. Vous avez l'adresse mail là en dessous. Et comme ça, vous pouvez, Philippe pourra vous intégrer dans un réseau de militants qui sont engagés sur ces questions. Voilà, donc on est à 5 minutes de la fin de ce webinaire. Ute, est-ce que tu as des mots par rapport à cette heure passée ensemble? Disons, je trouve que je suis très contente de l'intérêt que cette question a. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à creuser.
Il y a des façons dont on peut militer, donc notamment à travers l'épargne salariale, mais aussi en entreprise, parce qu'avec en utilisant le CSE, et là on regarde par exemple les critères qui sont utilisés pour faire la distribution des bonus par exemple ou des primes, que des critères ESG sont intégrés, qu'ils soient intégrés aussi dans la notation des dirigeants, dans tout ce qui est aussi notation globale, enfin entretien d'évaluation. Et du coup, on va responsabiliser les personnes en entreprise. Je pense que c'est un vrai débat et un vrai sujet pour nous en tant que syndicat. Et merci beaucoup d'avoir participé. Donc, écoutez, merci à vous, merci pour votre participation. Demain, en fait, vous retrouverez un autre webinaire sur une autre thématique qui est la QVT santé, équilibre et déconnexion, donc détox digital, présenté donc par Jérôme Chemin, secrétaire national de la CDDCAR, et Thierry Le Fur, un des intervenants du CREFAC. Donc, c'est de 17h30 à 19h. N'hésitez pas à vous inscrire. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.